Nous allons maintenant détailler les processus de décision. Comment s'organise une prise de décision? Alors je m'appuie sur un des auteurs interviewés dans les CD-ROM dont je faisais état tout à l'heure, dans l'autre vidéo, Peter Drucker, qui est un spécialiste de la recherche en matière de décision et qui était en même temps un consultant pour les grandes organisations multinationales. La probabilité de prendre une bonne décision ne dépasse que rarement 50% pour les managers efficients. Alors pour Peter Drucker, l'idée est de réserver la prise de décision aux situations qu'il nécessite vraiment. Ce qui veut dire, et ça va de pair avec notamment les processus de management inclusif et le lâcher prise, c'est-à-dire ne pas être omniprésent dans la prise de décision et réserver les prises de décision dans ses propres champs de compétences et travailler en subsidiarité pour que les personnes compétentes par rapport au sujet donné puissent être amenées de prendre la bonne décision. Alors, il y a deux grands processus de prise de décision. Le processus de décision rationnel, linéaire et inductif. C'est-à-dire qu'il est extrêmement normé et il va du recueil des informations le plus exhaustif possible à l'analyse de ces informations qui détermine des causes, puis des hypothèses de résolution et enfin un choix de mise en œuvre d'une solution. Ce processus de décision qui est le fonds de commerce entre guillemets des organisations mécanistes, bureaucratiques, est compensé ou complété, on le verra, par un autre processus de décision qui lui est déductif et par définition incertain et qui est constitué d'allers-retours permanents entre des informations multidirectionnelles, c'est-à-dire aussi bien entrantes que sortantes, qui sont analysées et analysées en continu pour alimenter un dispositif d'analyse qui permet d'alimenter des choix qui sont eux-mêmes re-questionnés en fonction des informations d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre, par exemple. Donc ces deux processus qui sont dans la littérature parfois opposés, on le verra, sont finalement des processus complémentaires, car il est extrêmement difficile de mener un processus déductif lorsque vous avez une situation qui nécessite une décision urgente. Et dans ce cas-là, on est bien content de pouvoir s'asseoir sur un processus beaucoup plus rationaliste et normé. Donc ces deux processus s'appliquent à trois natures de décision, des décisions de nature politique. Où va-t-on? Que produit-on? Quel sens a notre action? Stratégique et tactique, par quel chemin va-t-on ou on a décidé d'aller? Et enfin opérationnel, avec quelles ressources, quelles compétences? Alors ces trois natures de décision, elles génèrent des temps, des fréquences et des niveaux d'implication différents. Ce petit tableau vous les résume. Très schématiquement, plus vous êtes proche d'une décision opérationnelle, plus la décision implique un temps court d'élaboration et de réaction et un grand nombre de répétitions. Vous êtes dans le temps horaire et journalier, alors que sur le tactique, vous êtes sur la semaine, le mois, pour faire simple, et le politique sur les mois et les années. Les niveaux hiérarchiques gouvernants et top management sont plutôt sur le politique et le stratégique, les niveaux intermédiaires sur le tactique et les opérationnels et les cadres de proximité sont sur les décisions opérationnelles. Bien que, on l'a vu dans les organisations émergentes, qu'elles soient apprenantes, libérées ou inclusives, les décisions de nature politique et stratégique sont prises
avec ou par, même dans l'entreprise libérée, par des professionnels de terrain. Alors, ces décisions font l'objet de biais qu'il faut essayer de compenser. Le premier biais, c'est le biais d'ancrage et d'engagement. On l'a vu dans la première vidéo, vous êtes tellement dans le feu de l'action que vous êtes tenté de prendre les décisions rapidement. Alors pour compenser cette tentation ou cet ancrage, il est utile de faire intervenir des personnes nouvelles dans les processus de décision et de renouveler les acteurs du processus le plus souvent possible, de manière à limiter la tentation soit de renouveler des situations, des solutions déjà connues ou utilisées, soit d'être omnubilé par le fait d'agir en action-réaction. Le deuxième biais, c'est le biais de la rationalité trop limitée. Vous avez vu la petite diapositive, la petite vidéo, qui vous explique ce qu'est la rationalité limitée. Eh bien, parfois, la rationalité est tellement limitée qu'elle se résume à un choix, et généralement celui que préfère le décideur. Donc là, il s'agit de forcer l'approfondissement avec des pratiques qui impliquent, par exemple, un minimum de 2 ou 3 choix avant de prendre une décision. Le troisième biais, c'est le biais de cadrage de l'information. Bien souvent, les mauvaises décisions ou les décisions inopérantes sont des décisions qui se fondent sur une analyse d'information, mais issues d'un même canal ou d'un même porteur parfois. Donc là, il faut diversifier les sources d'informations conduisant à la décision de manière à éviter ce biais. Le quatrième biais, eh bien, c'est le biais du mimétisme, très proche de la notion de consensus. Favoriser l'expression des divergences vous évitera ce biais du mimétisme. Vous pouvez, on verra quand on abordera les processus délégués lors de la session sur la délégation, que vous pouvez instituer dans le processus de décision, dans vos réunions, une fonction d'avocat du diable, qui aura pour fonction de questionner systématiquement et pousser les raisonnements au maximum et les argumentaires dans le retranchement. Le cinquième biais, c'est le biais d'obéissance. Alors celui-là, il est plutôt facile à réguler, c'est-à-dire que moins vous mettez de chef dans une réunion, plus vous avez de chances de générer de l'expression des opérateurs de terrain. Et enfin, le biais du déterminisme, c'est-à-dire d'être trop systématiquement dans le processus rationnel qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de favoriser le penser autrement et d'avoir des processus itératifs qui vous permettent d'aller de l'analyse au choix, mais du choix aussi avec des rétroactions à l'analyse, de manière à remettre en question sans arrêt les décisions prises, enfin sans arrêt au sens ne pas les graver dans le marbre. Alors un processus de décision politique et stratégique, eh bien il est fondé sur une vision. Et toujours Peter Drucker, quand on lui demandait ce qu'est le leadership, il répond dites-moi quelle est votre vision de la situation ou du problème, quels sont vos principes ou vos missions, vos valeurs, votre performance et surtout quels sont vos résultats, je vous dirai si vous êtes un leader. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de définition a priori pour Peter Drucker, c'est l'ensemble du processus qui permet de déterminer s'il y a du leadership ou non. Donc, sur une décision de nature politique ou stratégique, vous pouvez utiliser cette matrice dans vos futures analyses de cas ou dans vos travaux, notamment quand on abordera le DAS, c'est-à-dire que la mission est-elle claire? Les opérateurs savent-ils à quoi ils servent? Est-ce qu'ils ont une ambition? Cette ambition est-elle
est-elle définie? Des résultats sont-ils mesurés en lien avec des valeurs qui transpirent dans l'action, et ces actions, ces décisions sont-elles structurées en axes prioritaires? Par exemple, quelles sont vos priorités à 12 mois? Et enfin, est-ce que ces priorités sont déclinées en projet, en plan d'action? Alors, les conditions de réussite d'une vision qui donne des résultats positifs, eh bien, tout en partant de la vision, il s'agit d'élaborer ou d'évaluer la qualité du processus d'élaboration. Donc, on l'a vu tout à l'heure, vous pourriez vous constituer une grille avec ces diapositives, c'est-à-dire comment qualifier le processus d'élaboration. Y a-t-il une multiplicité d'entrées et de canaux de sources d'informations? Ces informations sont-elles analysées, etc. Y a-t-il un alignement entre la vision, le projet, les ressources allouées au projet? Je travaille sur un audit actuellement où il y a une vision extrêmement avant-gardiste d'un projet associatif, avec des projets à 5 ans extrêmement ambitieux, mais par contre aucun moyen n'est mis ou développé en soutien du projet, ce qui fait que les acteurs s'épuisent et que le projet patine. Voilà, quelle est l'énergie mise au service du déploiement? Est-ce que le visionnaire, le leader descend dans l'arène, ou est-ce qu'il se contente de donner la bonne parole à distance? Est-ce que les équipes sont accompagnées sur le terrain au service de cette vision? Et le cinquième, c'est le dernier. Y a-t-il une exemplarité de la direction dans le processus? Voilà 5 champs d'analyse d'une situation sur la qualité d'un processus de prise de décision, qui peuvent également vous servir de canevas pour diagnostiquer éventuellement une situation. Pour les prises de décision tactiques et opérationnelles, c'est un peu différent, parce que décider, c'est un processus très complexe qui dépend de la nature de la décision. Plus la décision est proche du terrain, plus elle est fréquente, rapide et répétitive, on l'a vu dans le petit tableau, et plus la notion de rationalité limitée s'applique, puisque vous êtes sous la pression de la norme, de la routine. Et plus le poids de cette routine augmente. Alors, comment se dégager de cette pression? Eh bien, plus la décision sera de nature opérationnelle, plus elle doit associer des compétences effectives, des générations multiples, ne pas se baser que sur l'expérience, mais sur les jeunes générations avec des formations différentes, des acteurs de la mise en œuvre dans le processus, mais aussi des garants du bon déroulement. Alors, l'organisation de cette prise de décision, c'est un processus vivant. Donc, cette décision, elle s'appuiera sur une implication de nouveaux regards, une multiplicité d'alternatives pour avoir un réel choix, une diversité d'approches des différentes problématiques, des avocats du diable, une élaboration par les compétences, donc peu de chefs dans le processus de décision, et une valorisation de l'essai-erreur et de l'incrémentation, et le respect du « je ne sais pas faire ». Donc la question du lâcher-prise inclusif reprend toute sa valeur ici. Donc en guise de conclusion, une décision dépend beaucoup du processus d'élaboration et de sa mise en œuvre et de son évaluation. En résumé, un processus décisionnel serait construit à plusieurs et documenté par des personnes compétentes, avec des options incrémentales, efficaces, évaluées et réajustables. À bientôt! Nous verrons si nous pouvons le développer au quotidien, ce processus bien complexe.